bienvenue sur le podcast de référence pour devenir triathlète. Je suis Hermano, papa de 4 enfants, producteur de podcasts sportifs depuis 2014 et triathlète depuis plus de 20 ans. La semaine est bien avancée et en ce jeudi, c'est le moment de rattraper les 2 premiers épisodes de la série hebdomadaire et de rejoindre notre groupe Facebook pour discuter ensemble des épisodes passés et à venir. Salut les sportifs, c'est Hermano et vous êtes dans l'épisode de jeudi du podcast Devenir triathlète. À mes côtés, Olivier de Scooter pour co-animer cet épisode. Salut Olivier. Salut Hermano. Et notre invité de la semaine, le champion du monde d'Ironman de 2013. On avait justement prévu d'en reparler aujourd'hui. Frédéric Van Lierde. Salut Fred. Salut. Olivier en a parlé hier. Il faut qu'on revienne avec toi sur la suite de ta carrière et notamment cette année 2013. Comment est-ce que tu te qualifies pour Hawaï et dans quelles conditions tu arrives? J'imagine avec les dents longues et prêt à tout déchirer. Pour moi, l'année avant, en 2012, j'avais fait 3e et c'est seulement là que j'ai vraiment commencé à croire que je pouvais gagner un an. Donc, pour moi, 2012, ça a vraiment été important pour l'année 2013. Comme j'avais fait 3e, c'était pas trop difficile pour me qualifier. Je devais juste finir, mais j'avais quand même gagné à Nice en 2013 en juin. Donc là, c'était ma qualification pour l'Ironman d'Hawaï en 2013. Et bon, quand je suis arrivé à Hawaï, j'étais pas trop avec ou dans les favoris parce que l'année avant, il y avait Pete Jacobs qui avait gagné. Il y avait Rylert qui fait 2e, mais il y avait aussi Greg Alexander qui participait encore une fois. Il y avait aussi Tim O'Donnell des Américains. Donc, vous voyez, j'étais pas trop avec les favoris avant la course, même si j'avais fait 3e l'année avant. Donc, j'aime bien cette situation de underdog, moi. Parce que du coup, pour revenir à 2012, tu as fait 3e et tu es arrivé à combien de temps d'intervalle du premier? Je me rappelle plus, mais c'était, je sais pas, 4, 5, peut-être 6 minutes, c'est ça, ouais. Vous voyez, à Hawaï, c'est pas trop important non plus les différences entre les premiers et tout ça. Dans ce temps-là, il y avait encore les écarts de quelques minutes quand même. Cet écart qui finalement est pas énorme non plus, qui te fait dire bon, finalement, je peux gagner ces minutes-là si je m'entraîne encore un peu plus, quoi. Oui, un peu plus et peut-être avec l'expérience que j'avais déjà parce que quand j'avais fait 3e, je me suis battu pour la 2e place avec Rylert. J'ai perdu seulement de quelques secondes quoi sur le 2e. Donc en fait une expérience de jouer ou de se battre pour le podium à Hawaï, ça t'aide vraiment pour le futur. Hein. Donc ton année 2013, préparation assidue pour aller à Hawaï en tant que challenger, mais justement pas favori. Justement dans cette position du non favori, comment est-ce que tu abordes la course? J'imagine que tu sors très bien de l'eau, confiant. Comment t'attaques le vélo? Comment t'attaques la course à pied? La natation, j'ai tout de suite senti que j'avais un très bon jour parce que je me suis mis, je sais pas, 5e, 4e dans les pieds des premiers et j'ai suivi tout le long du parcours. Je sors 4e de l'eau. Et ma transition n'était pas top quoi, mais bon, j'étais dans le groupe de tête. Je sais plus si on était 16 ou 18, quelque chose comme ça. Mais je dois avouer que dans les premiers 30 kilomètres, j'ai presque pas pu suivre parce que le rythme ou la vitesse au début, c'est tellement vite là-bas. Donc, que j'ai vraiment eu dur pour suivre. Et le plus que les kilomètres suivaient, le mieux que j'étais, quoi. Donc, au kilomètre 80, kilomètre 90, quand tu dois faire le demi-tour, là, j'étais déjà, je crois, en 5e, 6e position. Et bon, j'ai jamais eu des moments faibles en vélo. Donc, j'étais même, en train de contrôler les choses. Je me suis dit, je suis bien là. 4e, 5e et les premiers qui étaient des très bons rouleurs comme un Starikovic et comme un Kindler étaient quelques minutes devant moi, mais rien de grave, quoi. Donc, j'étais assez confiant. Tu veux dire que en fait, le grand Frédéric Van Lierde est un diesel. Il te fallait un petit peu de temps pour te mettre en route sur le vélo, c'est ça? Fallait chauffer le moteur. Oui, tout à fait. Mais c'est peut-être bon signe après. Mais à ce moment-là, j'ai paniqué quand même un tout petit peu parce que je me suis dit bon, si tout le monde roule si vite pendant toute la journée, je vais pas pu suivre. Donc heureusement qu'ils ont pas roulé pendant 180 kilomètres comme ça, non. Ok, donc le rythme a quand même baissé un petit peu. Oui, ou moi j'ai eu besoin de temps pour trouver mon rythme. Je vais pas dire que ils ont pas roulé fort, mais c'est tellement agressif au début, tout le monde veut sa place et
Tu vois, donc ça change un peu du rythme au début quand même. Donc là, tu es sur le vélo. Hawaï, c'est un parcours qu'on connaît. C'est un parcours qui évolue pas énormément. Donc, c'était ta 3e participation à Hawaï. Comment t'abordais justement le vélo? C'était déjà ma 6e. Hein, donc, l'année que j'ai gagné, c'était ma 6e participation. Mais je me rappelle encore, bon, le parcours, il est toujours le même, mais c'est vraiment le vent qui joue là-bas. Et je me rappelle encore quand on est revenu de Avi, qu'il y avait quand même beaucoup de vent. Et même les 40 ou les 30 derniers kilomètres quand tu es à l'aéroport et tout ça, là, il y avait vraiment un vent de face qui était quand même assez fort. Donc, là aussi, tu vois que la dernière heure sur le vélo, il y avait déjà des grands écarts entre les triathlètes. Donc là, tu poses le vélo dans le top 5. Comment tu abordes la course à pied? Comment tu commences ta course à pied? Est-ce que tu te dis, il faut que je tape fort tout de suite et bim, j'envoie et puis on verra ce qui reste après? Ou au contraire, tu essayes, comme sur le vélo, de démarrer doucement et de contrôler? Doucement, bien sûr. Doucement pour toi est loin d'être un footing de récup pour moi. Non, mais dans ma tête, je me suis dit doucement au début parce que c'est un marathon. Hein. Et là, c'est aussi mon expérience qui m'a aidé. Parce qu'au début, bon, il y avait Starikovic qui n'est pas un très bon coureur. Je l'avais après, je sais pas, 8 ou 9 kilomètres. J'étais déjà en 3e position. Quand je suis commencé en 4e. Hein. Donc, il y avait encore Kinle devant moi et l'Australien Luke Mackenzie qui était en tête. Donc, Luke Mackenzie, lui, il courait un peu comme moi jusqu'au semi-marathon. Qu'il j'ai pu prendre après 25 kilomètres, mais Luke Mackenzie, ça a duré jusqu'au 32e kilomètre avant que je l'ai pris. Donc, c'est seulement dans l'Energy Lab que j'étais en première position. Et je me rappelle encore que quand je venais en tête, tu vois la voiture avec l'horloge, tu vois le temps. Et je me suis dit, Frédéric, faut être patient encore parce que c'est encore 1 heure ou presque 1 heure de course. Donc, j'étais très conscient du fait que c'était pas encore gagné seulement parce que tu es en tête. Donc, il me restait encore 10 kilomètres à faire. Bon, après, j'ai bien géré, bien sûr, mais c'est comme tu disais, moi je l'ai commencé le marathon ou je l'ai couru le marathon vraiment comme un diesel aussi avec ma tête bien avec les choses. En termes d'allure, du coup, ça veut dire que tu as commencé à accélérer à un moment particulier dans la course, ou bien c'était vraiment en fonction de tes concurrents que tu voyais peut-être directement devant toi, que tu avais en visuel? Oui, je pense que eux ils ont faibli plus que moi parce que j'ai couru mon marathon en 2,51, c'est pas un temps vraiment vite. Non. C'est quand même pas mal, 2,51 sur Ironman. C'est pas mal, non, mais il y en a qui courent beaucoup plus vite. Le fait, c'est que eux, ils ont peut-être démarré un peu trop vite et ils ont faibli dans la deuxième partie. Et moi, je l'ai attaqué un peu moins vite que eux. Ça a payé dans la deuxième partie du marathon. On voit vraiment qu'il y a énormément de sagesse et de stratégie, de structure dans ton approche. Là où il y en a beaucoup qui vont peut-être un petit peu plus avec les tripes entre guillemets. On voit que toi dans ta préparation en général c'est très structuré. C'est quelque chose que toi tu as toujours appliqué dans ta carrière parce que ça fait partie véritablement de ta personnalité, ou est-ce que c'est quelque chose qui t'était à chaque fois conseillé parce que tu étais tout simplement bien entouré? Je pense que c'est un peu les choses ensemble. Hein. C'est comme je suis, j'aime bien planifier tout ça et structurer, mais j'ai aussi eu la chance d'avoir des gens autour de moi qui ont fait pareil. Et après, je trouve aussi, à mon avis, c'est la seule manière de le faire, de bien planifier les choses. Quand tu gagnes des courses comme ça vient pas tout seul ou ça vient pas par hasard. C'est vraiment, quand tu regardes maintenant, ceux qui gagnent, c'est aussi des gens qui réfléchissent bien, qui s'entraînent bien, structurés, et ça vient pas comme ça, tu vois. Donc, c'est vraiment nécessaire, à mon avis, de travailler comme ça. C'est comme ça que, pour moi, en tout cas, ça a marché. Et énormément de patience aussi, parce que tu disais, j'ai fait mon point de participation à Hawaï, et je me suis rendu compte qu'en fait, ça allait être un projet de plusieurs années, etc. Donc, c'était vraiment un projet de vie, quoi. Oui, tout à fait. Et après, comme athlète, j'étais toujours quelqu'un aussi. Il faut rêver, bien sûr, mais après, il faut rester réaliste aussi. Et faut pas raconter des blagues non plus. Une fois que tu es là, faut pas mentir à toi-même et te dire, bon, l'année prochaine, je reviens pour gagner. Non, faut être réaliste et avoir un plan et travailler pour. Et quand tu as ça dans la tête et tu abordes tes entraînements, tes stages et tout ça,
j'ai toujours eu dans ma tête, oui, je le fais pour ça, je le fais pour ça. Et c'était vraiment ça aussi qui m'a motivé pendant les entraînements durs, d'avoir mon plan, d'avoir ma structure et tout ça. Donc, ça m'a aidé aussi de travailler comme ça. Donc là, on est en 2013, la consécration, tu deviens champion du monde d'Ironman à Hawaï, le Graal de tout triathlète, surtout que tu disais que tu voulais être triathlète depuis gamin. Excuse-moi, Hermano, mais au moment où avant de franchir la ligne, en fait, à quel moment tu te dis, ça y est, c'est bon, j'ai gagné? C'est au moment de franchir la ligne ou bien quelques minutes avant, tu te rends compte qu'en fait, c'est bon, je sais pas, peut-être combien de kilomètres, enfin, à quel moment tu te dis, ça y est, c'est bon, je suis champion du monde? Ouais, une fois que je l'avais passé, déjà, j'avais dans ma tête, normalement, si rien se passe, je gagne. Mais c'est seulement quand je suis descendu de Palani, donc ça veut dire à 2 miles, donc 3,5 kilomètres de l'arrivée, que j'étais vraiment sûr parce que j'avais déjà plus de 2 minutes d'avance. Je sentais mes jambes, je sentais mon corps. J'ai dit, bon, là, ça y est. Donc, j'ai vraiment pu fêter un peu ou dans ma tête aussi plein de choses qui sont passées. C'était vraiment un mix de tout parce que je me rappelle encore que tu penses à des gens qui ont cru en toi et qui t'ont supporté pendant toutes les années, mais tu penses aussi au moment qu'il y avait des gens qui t'ont dit, bon, ça va pas marcher pour toi, ou tu vois. Donc, un grand mix de pensées, mais après, quand t'es là à la ligne d'arrivée, tu vois, tous les gens qui sont là pour toi, c'est magnifique, hein. C'est une des meilleures expériences de ma vie, bien sûr. Alors, je suis pas monté jusqu'à l'Ironman parce que j'ai dû faire face à des problèmes de santé, mais je suis monté aux 3/4 en termes de distance. Mon rêve, ça a justement toujours été d'aller à Hawaï en amateur, hein. Oui. Et la première fois que j'ai fini mon longue distance, c'était les championnats du monde groupe d'âge à Lorient en France. J'avais beau être très mal classé, juste avant de passer la ligne, je sentais qu'il y avait beaucoup d'émotions, beaucoup de larmes qui remontaient, justement aussi par rapport à ce que tu disais, tous les gens qui ont cru en toi, mais aussi ceux qui t'ont dit c'est une folie, tu n'y arriveras jamais. Là, quand tu es à 2 miles de l'arrivée, tu sens que c'est bon, tu vas y arriver. Tu dis, je sentais que j'avais les jambes. Est-ce que tu sentais aussi autre chose? Est-ce que tu te sentais submergé par l'émotion? Est-ce que tu avais des larmes qui montaient? Est-ce que tu commençais pas à avoir les jambes qui flagellaient, ou au contraire, tu étais droit dans tes baskets et puis t'allais vers la ligne? J'étais un peu émotionnel quand même au finish line, mais avant, non, parce que bon, faut toujours rester concentré, avoir ton focus, et c'est aussi quelque chose que j'ai appris pendant toutes les années. Mais pendant la course, pas trop d'émotion, mais après, bon, c'est normal, hein, quand tu gagnes une grande course, ou même la première fois quand tu franchis la ligne d'arrivée, je comprends très bien qu'il y a beaucoup de gens qui sont très émotionnels, parce que bon, c'est une longue préparation, c'est une longue journée, t'es à la fin de tes forces mentalement, physiquement, donc c'est normal qu'il y a l'émotion à la fin. Enfin, une longue journée, 8 heures, quoi. C'est pas un 16 ou 17 heures comme d'autres. Alors justement, tu passes la ligne. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Est-ce que tu te dis, je reviens l'année prochaine et je refais la même? Ou est-ce que tu te dis, bon bah voilà, j'ai atteint le Graal de tout triathlète, j'étais à Hawaï, en plus j'ai gagné, maintenant je commence à mettre un petit peu la pédale douce et à y aller doucement? Ah non, la première chose qui m'est venue dans ma tête, c'était, j'avais 34 ans, je me suis dit, je vais en profiter le max possible, dans une bonne manière, hein, je veux dire, mais allez, c'est vraiment à cet âge-là, t'as plus 18 ans, hein, donc t'as 34 ans. J'étais très conscient du fait que j'avais gagné la plus grande course en triathlon, donc j'ai bien profité de tout ça. Mais après quelques semaines, ça revient quand même la motivation pour essayer de revivre tout ça, d'essayer de gagner pour une deuxième fois. Donc, ça est revenu assez vite. Et alors, dans ce cas-là, comment ça se passe? Évidemment, tu continues à gagner à Nice, mais ça, c'est normal. On l'a dit, c'est un triathlon qui devrait presque porter ton nom. Comment est-ce que tu te représentes sur la ligne de départ d'Hawaï les années suivantes? Ouais, ça change beaucoup, parce que tu dis que c'est normal que je revienne à Nice, mais non, je suis pas revenu à Nice. J'ai changé mon plan après avoir gagné Hawaï, parce que tu reçois plein d'invitations. Donc, j'ai fait deux ans de suite à Francfort pour me qualifier pour Hawaï. C'était pas trop mal, avec une deuxième place et une 5e place à Francfort. Mais je veux dire, de toute façon, quand tu gagnes, t'es pas qualifié d'office? Oui, mais il faut quand même terminer une dans l'année. Oui. Oui. Mais terminer une, c'est une formalité. Oui, c'est ça. Mais bon, ça change quand même beaucoup, parce que t'as gagné Hawaï. Partout, t'as le dossard numéro 1. T'es attendu. Ça change quand même un peu, hein. J'ai essayé de pas changer comme personne, mais après, il y a les attentes, il y a les médias, il y a plein de choses qui changent pour
pour moi parce que avant j'étais pas trop sollicité, mais après quand tu es champion de titre, t'es beaucoup sollicité. Donc ça a changé quand même pas mal de choses pour moi. Donc là, tu nous dis, tu vas à Francfort pour terminer. Si je ne m'abuse, tu fais deuxième à Oui, Francfort. c'est ça. Donc tu gagnes pas. Un peu de déception quand même, ou t'es bon joueur et tu reconnais que le premier était bien meilleur que toi ou... Oui, j'étais quand même assez content parce que battu par Kinle qui était, je vais dire, à la maison. Moi, j'ai fait mon meilleur temps que j'avais jamais fait, 8h00. J'étais quand même assez content et je me suis dit, bon, on est seulement le mois de juin maintenant, mois d'octobre. Je vais être en meilleure forme, donc j'étais quand même confiant pour Hawaï en octobre. Et alors, Hawaï en octobre 2014, qu'est-ce qui se passe? Wow. J'étais en deuxième position jusqu'à Energy Lab et là, j'ai souffert beaucoup et j'ai seulement terminé huitième. Donc, quand tu es le gagnant l'année avant et tu fais seulement, entre guillemets, huitième l'année après, t'es déçu. Entre guillemets. Bien sûr. Ouais, t'es déçu. Merci pour les guillemets. C'est normal, mais après, c'est que j'ai vécu les années qui ont suivi. C'est pas du tout facile de refaire tout ça et d'avoir une journée où tout se passe bien et où tout se passe comme tu avais prévu. Donc, en fait, c'est seulement après 2013 que je me suis rendu compte que j'ai vraiment eu ma journée sur le jour J en 2013 et je vais dire les années qui ont suivi, j'ai eu toujours le même niveau, peut-être un peu mieux. Mais il y a plein de choses qui jouent le jour même pour être capable de gagner. Donc, c'est un peu l'histoire de tous les années qui ont suivi. J'étais toujours là en bonne condition physique, mais j'ai pas pu gagner encore une fois. C'est que là, il y a tellement de facteurs, il y a tellement de variables, en fait, qui rentrent en compte, dans ce genre de jour que, ouais, il faut être au top de sa forme, c'est clair. Mais bon, Oui. il y a plein d'autres concurrents et puis voilà, il y a tellement de choses qui peuvent se passer pendant 8 heures finalement. Ouais, tout à fait. Il y a des choses que tu peux contrôler, mais il y a aussi plein de choses que tu peux pas contrôler. C'est ça pendant un Ironman. Mais c'est aussi un peu dans la vie comme ça. Hein. Donc, il y a des jours où ça se passe mieux que des autres jours. Donc, je l'ai toujours pris comme ça, toujours été très content de ma troisième place et de ma victoire. Et tout le reste, je me suis toujours dit dans ma tête, c'est bonus. Si j'arrive encore une fois sur le podium, oui ou non, c'est vraiment bonus pour moi. Oui, tu l'avais déjà fait une fois, c'était difficile. Enfin voilà, t'avais déjà atteint le but ultime. Oui, tout à fait. De tout ouais. triathlète professionnel sur longue distance. Alors tu nous as dit effectivement tu n'arrives pas à remonter sur le podium à Hawaï dans les années qui suivent. Comment est-ce qu'on prépare sa reconversion en tant que triathlète professionnel? Alors tu nous l'as dit dans les premiers épisodes de la semaine, toi tu es militaire, donc tu étais déjà intégré dans l'armée. Est-ce que ça a toujours été la solution de repli pour toi? Oui, parce que bon, j'ai continué en triathlon pendant pas mal d'années encore. 2020, c'était ma dernière année. Mais déjà, avec tous les partenaires que j'avais, donc tout le monde sait que j'ai travaillé pendant pas mal de temps avec Cervelo, avec Castelli, avec Compressport, avec toutes les marques. J'ai toujours été très fiable et resté avec les mêmes marques. Et en 2017, à la fin de l'année, je me suis dit, je vais encore continuer pour 3 ans. Et 2020, je m'arrête. Donc tout le monde, tous les partenaires, ils étaient contents, ils étaient d'accord avec ce projet-là. Mais ça m'a aussi donné la possibilité de bien préparer mon post-carrière, aussi me préparer mentalement pour la fin de ma carrière. Donc, ensemble avec mon frère Vincent, qui était mon manager, on a présenté ce plan en 2017 à tous les partenaires et c'était vraiment la meilleure chose à faire ce temps-là. Là, tu nous l'as dit, tu te reconvertis, tu intègres l'armée à plein temps. Combien d'années tu penses avoir encore à donner à l'armée et est-ce que tu as déjà des vues sur la reconversion après l'armée? Qu'est-ce que tu as l'intention de faire? Oh non, je vais essayer quand même de rester dans l'armée jusqu'à la retraite. J'ai maintenant 42 ans. Donc, il me reste quand même encore quelques années, mais il me reste plus 30 années non plus. Donc, je vais essayer de rester dans l'armée. Et à côté, bien sûr, je reste actif dans le triathlon. Je coach quelques gens. Après, je suis aussi dans l'organisation du triathlon de Minen. Donc, je reste dans le monde du triathlon, mais
ma profession, c'est quand même dans l'armée. Ça tombe très bien, tu parles du triathlon de Mennen. Ce que je propose, c'est qu'on en parle demain. On a prévu un épisode entier pour en parler, pour revenir sur cette organisation, sur ce que tu y fais, et puis ce à quoi les gens vont pouvoir s'attendre s'ils souhaitent s'inscrire au triathlon. Ok, entendu. Super, à demain. Yes, à demain. À demain. Vous avez apprécié nos échanges? Alors n'hésitez pas à aller sur Apple Podcast, laisser un commentaire, passer faire un petit tour sur les différents réseaux sociaux, taguer notre invité dont on remet toutes les coordonnées dans les notes de cet épisode, et n'hésitez pas à venir faire un petit tour sur notre groupe Facebook. C'est le meilleur moyen d'interagir avec nous et d'en savoir un petit peu plus sur les actualités multisports du moment. Je vous donne rendez-vous demain pour un nouvel épisode. Salut les sportifs!